pour contextualiser d'abord le propos, on va demander à Yannick de nous dire un petit mot, et puis on va inviter le premier panel de la table ronde, qui n'est pas vraiment une table ronde, c'est une ligne droite, mais ce n'est pas grave, de venir nous rejoindre. Justine Olsens, on va mettre, vous êtes 4, hein, je pense, pour cette, voilà. Viens près de nous, Justine. Véronique Fracaro. Yannick, il est déjà là. Et Dominique Rouanet. Venez vous installer près de moi. Voilà, voilà. Et donc, pour bien contextualiser le propos de cette première table ronde, Yannick nous a préparé une petite intro, n'est-ce pas Yannick? Est-ce que je dois présenter Yannick Manigard ou est-ce que tout le monde connaît Yannick? Tout le monde connaît, non, tout le monde connaît. Le docteur Yannick Manigard est responsable du City Planning et aussi chef de clinique Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre. C'est ça Yannick? Il y a d'autres choses à dire? Ah bah, c'est déjà bien. Merci Yannick. Donc voilà, bonjour à toutes et tous et merci de m'avoir invité lors de cette belle journée parce que le programme est vraiment très très intéressant, consacré aux droits de la femme dans ce lieu chargé d'histoire et symbole de notre démocratie qui, j'espère, vivra encore très longtemps. Alors on m'a demandé pour introduire cette journée de mettre en lumière les points aveugles et les obstacles que rencontrent les femmes dans notre pratique quotidienne. Alors il me faudrait bien évidemment au minimum toute la journée pour vous parler de ça. J'ai 20 minutes, donc j'ai sélectionné quelques points. Alors les premiers points concernent l'interruption volontaire de grossesse et le délai de 6 jours de réflexion. Vous allez dire, on va encore parler du délai de 6 jours de réflexion, mais je pense que c'est vraiment fondamental. Donc le trajet des femmes, il est souvent déjà long et compliqué. Elles attendent un rendez-vous, on essaye que les délais soient maximum de 7 jours. Souvent, elles vont chez leur gynécologue traitant, qui parfois leur dit moi je pratique pas d'avortement juste parce que pratiquement j'ai pas la possibilité ou parce que c'est contre mes convictions. À ce moment-là, elles doivent prendre rendez-vous dans un planning familial à condition qu'on les dirige vers les bons endroits. Elles vont de nouveau attendre un petit délai de quelques jours pour avoir leur rendez-vous et là elles vont arriver et on va leur dire à nouveau on peut programmer cette interruption de grossesse, mais vous allez encore devoir attendre un petit peu. Donc on va dire que les durées sont en général de minimum 2 semaines, elles peuvent aller aussi jusqu'à 4 semaines assez régulièrement. Or, on sait bien évidemment que le temps de la réflexion et le cheminement psychologique sont nécessaires pour prendre une décision par rapport à sa grossesse, mais pour la plupart des femmes, évidemment, cette réflexion s'ouvre avec le désarroi de la découverte de la grossesse. Elles n'attendent pas de se retrouver devant leur médecin pour prendre cette décision et elle est déjà bien réfléchie lorsqu'elles viennent nous trouver. Et donc, ce délai, et c'est notre quotidien, est vraiment incompréhensible et extrêmement difficile à vivre. Alors pour d'autres patientes, parce que je sais que c'est ça qui peut inquiéter souvent certains membres de certains partis, mais bien sûr qu'il va rester une ambivalence qui va persister et on va devoir les voir plusieurs fois, mais à ce moment-là, le professionnalisme et la pluridisciplinarité de notre équipe accueillante sera évidemment bien plus efficace qu'un délai imposé de 6 jours, qui d'ailleurs est très souvent totalement insuffisant pour ces patientes qu'on va voir et revoir, pour qui on va programmer des avortements qui ne vont pas y venir et qu'on va rencontrer encore. Juste pour information autour de nous, dans nos pays vraiment voisins, l'Allemagne, c'est un délai de 72 heures depuis 1995, le Luxembourg depuis 2014, la France l'a supprimé le délai de réflexion en mars 2022 et les Pays-Bas viennent de le supprimer également en juin 2022. Je vais maintenant parler de ces patientes, ces femmes qui arrivent au-delà des 12 semaines de conception. Alors, la solution de facilité qu'on est obligé de faire, c'est de les envoyer dans les Pays-Bas, parfois le Royaume-Uni, et maintenant la France, puisque vous savez que la France, depuis l'année passée, permet d'aller 2 semaines au-delà de notre loi à nous. Alors faire ça, c'est évidemment de se décharger de nos responsabilités, envoyer nos compatriotes, même si j'aime pas le terme, en tout cas les gens qui vivent sur notre territoire, comme des gens qui font quelque chose de totalement illégal dans un pays qui n'est pas le leur. C'est très difficile à vivre, mais surtout, c'est abandonner sans solution les patientes, les femmes les plus démunies, et ça c'est une vraie injustice sociale. C'est comme ce qui se passe dans les pays où l'avortement est illégal, c'est-à-dire que les riches s'en sortent, ils vont trouver un gynéco qui va faire ça dans les bonnes conditions, et les pauvres vont faire ça comme elles peuvent dans des conditions effroyables. Et donc c'est une véritable injustice sociale,
Et quelles sont ces patientes? C'est celles qui n'ont pas les moyens financiers, c'est celles qui n'ont pas non plus les ressources pour aller, les ressources intellectuelles, pour se rendre dans ces pays, ou d'accompagnement, c'est-à-dire qu'elles doivent prendre un train quand même, aller dans un pays qu'elles ne connaissent pas. Et encore pire, c'est aussi les patientes qui n'ont pas la possibilité de quitter le territoire, c'est-à-dire les patientes illégales. Et ça, chez nous, c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Donc des patientes qui ont été victimes de violences sexuelles, de viols durant leur parcours migratoire, qui évidemment, arrivant dans un pays où elles s'arrêtent un petit peu, vont se rendre compte qu'elles sont enceintes bien au-delà parfois de la limite. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous, on se retrouve dans une vraie insécurité, parce que bien sûr qu'on va essayer de prendre en charge ces patientes victimes de viol, même si elles ont dépassé le délai légal, mais on est dans une insécurité importante. Alors, qui sont ces patientes? C'est toujours ça, comment les phrases, c'est comment est-ce qu'on peut arriver et pas se rendre compte qu'on est enceinte? Alors, quel gynécologue n'a pas accouché aux urgences une femme qui vient pour des douleurs abdominales et qui en fait est en train d'accoucher d'une grossesse d'un enfant, d'une grossesse déjà bien avancée? Ce sont les patientes sous contraceptifs hormonaux qui provoquent une absence de règles, donc elles se sont pas rendues compte de leur échec contraceptif, parce que les échecs contraceptifs, ça existe. Ce sont les patientes, ça c'est ce que j'ai eu pas plus tard qu'il y a 2 jours, une patiente qui est venue, qui a continué à saigner pendant sa grossesse, elle a pris ça pour des règles. Ce sont des patientes mal informées, qui ont justement pas ces ressources pour aller dans les endroits où elles seront prises en charge, et ça reste encore trop souvent la désinformation des soignants, notamment encore le mois passé, et on a ça régulièrement. Une patiente qui venait d'un centre a été en Flandre dans un hôpital pour demander une interruption de grossesse. On lui a dit que c'était trop tard. Or, ça n'était pas trop tard au moment où elle s'est présentée dans ce centre. Et puis, bien sûr, il y a plein de situations spécifiques, des tonnes. Et notamment, vous n'êtes pas sans ignorer que la grossesse est un déclencheur de violence conjugale. Et donc, on a des patients qui, tout à coup, se font taper dessus par leur partenaire. Alors, je voulais dire un mot aussi, c'est un peu plus technique, mais c'est important parce qu'on est au Sénat et que c'est vraiment une question légale. C'est un mot sur l'IVG médicamenteuse. Alors, juste dans notre centre, avant la pandémie Covid, il y a 2 manières de faire une interruption de grossesse, soit une aspiration, donc chirurgicale, soit de prendre des médicaments qui vont provoquer l'expulsion de la grossesse. Alors, avant la pandémie Covid, on faisait 60% d'aspiration et 40% d'IVG médicamenteuse, et très rarement on faisait ces IVG médicamenteuses. Les femmes, très rarement, les faisaient chez elles, à la maison. Et puis le Covid est arrivé. Heureusement, notre hôpital a dit que c'était une urgence. On s'est donc occupé de toutes ces patientes, évidemment, qui désiraient interrompre leur grossesse. Et on a dû faire les IVG à la maison, puisqu'on ne pouvait pas les garder à l'hôpital, sauf exception. Et donc, après la pandémie Covid, on a eu 40%, les chiffres sont inversés, on fait 60% d'IVG médicamenteuses, et 80% de ces IVG, les femmes les font chez elles, à la maison. Et là, donc ces IVG médicamenteux, ça consiste à prendre un premier médicament qui va préparer l'expulsion suite à des autres médicaments qu'on donnera 24 à 72 heures plus tard. Alors, il n'y a pas vraiment de cadre légal pour cette IVG médicamenteuse, mais il y a un texte que le médecin doit signer qui dit « Je n'administrerai le médicament par mois que dans cet établissement ». Alors, pour certaines soignantes, administrer, ça veut dire que la patiente doit prendre ses médicaments dans le centre en présence du médecin. Et donc, ça veut dire que ça oblige la patiente à faire l'IVG dans le centre, et ça multiplie aussi les consultations, puisqu'elle doit venir pour recevoir les premiers médicaments, les deuxièmes, et subir son IVG dans le centre. Alors, c'est important de clarifier les choses pour faciliter le parcours de ces femmes qui, comme je vous l'ai déjà dit, est déjà assez compliqué. Administrer le synonyme, en tout cas dans tous les dictionnaires, c'est donner. Et donc, ça nous permet de donner des kits pour l'utilisation des médicaments à domicile, des kits avec les médicaments, avec des antidouleurs, pour limiter ce nombre de consultations. Pourquoi? Parce qu'on doit s'adapter à la réalité de terrain, et on doit s'adapter à la demande des femmes qui viennent nous voir, parce que si le parcours de soins est trop compliqué, les femmes, elles se débrouilleront toutes seules, elles iront sur ce magnifique site qui s'appelle Women on Web, où elles peuvent aussi avoir leurs médicaments qui vont arriver par la poste, et on va perdre dans la qualité de la prise en charge. Alors, un mot aussi sur la pénurie de médecins. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez qu'on a déjà un manque de médecins qui pratiquent les IVG chirurgicales. On a créé récemment 2 collaborations avec des plannings qui ne trouvaient pas de personnes pour faire les IVG. Donc, on détache des médecins de chez nous pour les réaliser. Alors, ce manque de médecins, ça allonge les délais pour les patientes. Ça limite le choix de la méthode. Vous savez qu'il y a une étude en France qui a montré que seulement 40%
des femmes avaient le choix de la méthode d'interruption de grossesse, et ça aggrave le problème de l'accessibilité. Ça, Dominique Rouanet pourra en parler, notamment dans les déserts médicaux, les régions où il y a déjà beaucoup moins de centres. Alors, ça ne risque pas de s'arranger, puisque vous savez qu'il y a un arrêté royal sur le quota de gynécologues qui va sortir pour 2027. Il n'y en aura plus que 34 chaque année qui vont sortir par an, donc 15 pour les universités francophones. Juste pour vous dire maintenant, alors qu'on a déjà réduit, il y en a 29 qui sortent chaque année. Donc on va réduire de 2, diviser en 2 le nombre de gynécologues qui sortiront, ce qui, évidemment, on peut déjà oublier les gynécologues dans les plannings familiaux, il n'y en a déjà pas beaucoup. Alors, quelles sont les solutions? Alors, on en débattra peut-être, mais il y a bien sûr des cours spécifiques dans les différentes facs pour sensibiliser des médecins, des formations pratiques pour sensibiliser ces médecins, pour les former, parce qu'il n'y en a qu'une pour le moment, c'est à l'ULB avec le GACEPA, collaborer avec les hôpitaux pour l'apprentissage, parce qu'on peut vraiment accélérer cet apprentissage et aider à la formation, puisque nous, on fait souvent nos IVG sous anesthésie. Alors, et aussi, pour moi, quelque chose d'important, fondamental, parce que ça ne va faire qu'empirer, c'est de permettre aux sages-femmes et aux infirmières de réaliser ces IVG médicamenteuses et chirurgicales, bien sûr, après des formations. Et cette mesure doit permettre de disposer davantage de professionnels afin de réduire ces inégalités et d'offrir aux femmes un véritable choix pour l'avortement. Alors l'IVG, quand on cherche, mais pour ça, il faut chercher. Et pour chercher, il faut prendre du temps, il faut avoir des équipes pluridisciplinaires, il faut avoir des infirmières sociales, des psychologues. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de la coercition reproductive, bien évidemment, chose qu'on ne connaissait absolument pas avant que la campagne soit lancée par le Conseil des femmes, c'est-à-dire du sabotage contraceptif. C'est souvent une des raisons des IVG à répétition, des femmes qui ne peuvent pas prendre de contraception de leur partenaire et qui donc subissent leur grossesse. Et on tombe aussi évidemment sur de la violence conjugale, on tombe sur la violence sexuelle, mais si on ne pose pas de questions, évidemment, on ne saura jamais ça, mais c'est fondamental donc d'avoir des équipes pluridisciplinaires. Un petit mot sur les sites d'information aussi, parce que les sites d'information, il y a un progrès depuis la loi de 2018. Si on regarde IVG Belgique, ça va, on tombe sur le site de SPF Santé. IVG Bruxelles, on tombe quand même dans les premiers choix sur le centre IVG Bruxelles, qui est un centre privé dont je me tairai le nom. Alors, c'est évidemment un manque de clarté où l'IVG coûte 300 € et où l'équipe pluridisciplinaire n'est, en tout cas à ma connaissance, pas présente. Il y a un manque de clarté, ça complique le parcours et allonge souvent les délais. Il faut absolument avoir un site officiel d'information qui apparaît en premier et qui répertorie les centres agréés, et pour éviter la fracture numérique, prévoir des campagnes, bien évidemment, sur d'autres supports officiels et réguliers. Alors, j'aimerais maintenant souligner quelques points sur la contraception. Ça va peut-être un peu... je désirais parler d'abord des contraceptions naturelles. Vous savez que les contraceptions naturelles, c'est des contraceptions qui n'utilisent aucun moyen médical agissant sur le cycle menstruel ou sur l'appareil reproductif. Alors, on a de plus en plus de patientes qui n'ont pas envie d'utiliser des hormones, j'en parlerai après, et les méthodes qu'elles utilisent alors, ce sont des applications pour smartphone ou la méthode du calcul, la fameuse méthode Rhino, avec un taux d'échec qui est important. Mais il existe une méthode naturelle qui est efficace, c'est la méthode symptothermique. Elle est basée sur la température, la glaire cervicale, la consistance du col, mais c'est une méthode extrêmement exigeante qui nécessite une connaissance de son corps, de la motivation, l'investissement de la part des femmes et aussi un apprentissage. Et la demande est là. Je veux dire, on ne peut pas dire les gynécologues ou les médecins généralistes ne faisons rien, ce n'est pas des bonnes méthodes. Les femmes demandent ça, donc il faut absolument qu'on s'y adapte, et donc il faut qu'on crée des structures publiques existantes pour organiser et financer des formations pour ces femmes, pour ne pas laisser ça justement à des organismes privés. Voilà pour les contraceptions naturelles. Maintenant, je veux parler des hormones et de l'hormonophobie, parce que l'un ne va pas sans l'autre, évidemment. Je veux rappeler des choses importantes quand même, c'est que la contraception hormonale, c'est un médicament. Un médicament pour ne pas avoir d'enfants, mais aussi pour traiter de nombreux problèmes extrêmement fréquents qu'on rencontre quotidiennement dans nos consultations, des douleurs, de l'endométriose, des saignements, de l'acné, le syndrome prémenstruel, et des médicaments, ça a des effets secondaires. Et donc,
il faut à chaque fois peser le bénéfice et le risque de donner ces méthodes. Et l'utilisation de ces méthodes par les femmes, par nos patientes, ça doit résulter d'un choix éclairé. Ce choix éclairé, il va pouvoir avoir lieu seulement si on prend le temps d'expliquer aux patientes. Et donc, malheureusement, les soignants, ils ont de moins en moins de temps, l'importance aussi de l'équipe pluridisciplinaire. Et on constate, comme je vous l'ai dit, une hormonophobie. Et je voulais juste parler, parce que le choix éclairé se fait dans les deux sens aussi, c'est que souvent, cette hormonophobie, elle résulte plus souvent d'une pression sociale, d'une stigmatisation et d'une culpabilité, mais non, on en arrive à une injonction supplémentaire chez nos patientes, c'est-à-dire qu'on rencontre des patientes qui disent « moi, en fait, j'ose pas prendre la pilule. Parce que si je prends ça, mes copines elles me disent « mais tu vas pas prendre ça ». Or, elles souffrent de pathologies qui vraiment sont difficiles à vivre. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer, et puis c'est aux patientes de choisir effectivement ce qu'elles... mais il ne faut pas que ça résulte d'une pression et d'une stigmatisation. Alors, un mot sur la contraception d'urgence. Alors, la contraception d'urgence, en fait, ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut informer le public, mais il faut aussi former les professionnels. Et les professionnels, c'est-à-dire bien sûr les travailleurs de planning, mais aussi les pharmaciens. Vous savez que légalement, seuls les pharmaciens peuvent distribuer la contraception d'urgence puisque ce sont des médicaments. Donc les plannings qui le font, et on le fait tous, à ma connaissance, nous sommes tous dans l'illégalité. Alors, une chose importante, par exemple, et que quasi tout le monde ignore, c'est que si vous allez chercher une pilule d'urgence, donc une pilule du lendemain, comme on l'appelle, et que vous êtes au moment de votre ovulation, en fait, ça ne sert à rien. Donc la seule chose qui peut marcher, c'est de mettre ce qu'on appelle un stérilet d'urgence, un dispositif intra-utérin d'urgence. Et donc, c'est important d'informer, c'est important ensuite à ça de créer et de référencer des endroits pour la mise de ce dispositif intra-utérin d'urgence. Il faut aussi assurer la gratuité de cette contraception d'urgence. Alors, Sylvie en parlait, la stérilisation définitive chez les jeunes femmes qui ont déjà eu des enfants ou qui n'en ont pas eu. Alors effectivement, il n'y a pas de législation particulière en Belgique. Juste pour information, en France, la stérilisation des femmes a été permise seulement en 2001, pour vous dire quand même notre pays voisin. Alors, c'est le parcours du combattant pour les femmes, c'est vrai, lorsqu'elles n'ont pas d'enfants et qu'elles veulent une stérilisation, elles vont faire face à de nombreux refus, à du mépris, parce que la violence gynécologique, elle n'est pas, ou médicale, elle n'est pas que dans les gestes, elle est souvent, voire encore plus souvent, dans les paroles, des propos violents, infantilisants, sexistes. Il faut savoir que pour ces femmes, les motivations les plus fréquentes, c'est qu'elles ne sont pas habitées, c'est vraiment des consultations extrêmement intéressantes et touchantes, je dirais, mais c'est qu'elles ne sont pas habitées par le désir d'enfant depuis l'enfance. Ça, c'est vraiment un point commun. Et la demande d'opération, elle est motivée par la conviction que leur position est définitive et leur narration, en fait, est identique à celle du désir d'enfant. Je sens que je n'ai pas envie d'enfant, je n'ai pas envie d'enfant. Et évidemment, il y a des motivations complémentaires qui sont liées à la contraception, risque de grossesse non désirée, l'échec, la méfiance, une charge mentale trop importante pour elles, un impact sur la vie sexuelle, parfois des expériences d'IVG. Alors nous, au CHU Saint-Pierre, on a un parcours de soins pour les femmes ou pour les hommes. Il est identique, jeunes qui n'ont pas eu d'enfants, qui est une approche multidisciplinaire aussi. Et nous avons stérilisé 100 femmes depuis qu'on a mis ça sur pied, jeunes, sans enfants. C'est des patientes qui ont toutes moins de 30 ans. Alors, et parfois la plus jeune a 22 ans. Je terminerai par la militance dans les hôpitaux. Alors ça, c'est un point très très important. Cette militance, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que finalement, ceux que les politiques écoutent le plus souvent, c'est les gens des hôpitaux, c'est les professeurs. Les gens de terrain, on les écoute quand même moins souvent. Et donc c'est fondamental que cette militance soit présente parce qu'elle est essentielle pour une bonne prise en charge et surtout pour faire avancer les idées par rapport à l'IVG, avancer les idées par rapport à la contraception, justement, la stérilisation dont on parlait, par rapport à la violence sexuelle, à la violence domestique. Et cette militance, elle doit aller du gynécologue et ses collègues à la direction hospitalière, parce qu'en fait, souvent, on se sent extrêmement seul, on a besoin de soutien, on a besoin de tout le monde pour nous aider dans nos combats. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà qui posait bien le contexte et les enjeux. Parfait, clair, précis. On va pouvoir entamer ce premier échange et Yannick va rejoindre. Je vais vous représenter donc
les trois invités, témoins ici. Justine Bolsens. Bonjour Justine. Justine, elle est juriste et chargée de mission au Centre d'action laïque. Il y a aussi Véronique Fracaro. Véronique, vous êtes accueillante, accompagnatrice IVG au planning familial des Marolles. Et Dominique Rouanet. Bonjour Dominique, vous êtes médecin généraliste, chargé de cours à l'ULB et ex-présidente du GACEPA. Oui, je voulais dire aussi, Véronique, vous êtes également administratrice au GACEPA. On va commencer avec Justine. Pour un petit peu, vous êtes la juriste aussi là, de ce panel. Rappelez un peu quels sont les enjeux actuels autour de l'IVG et votre travail à vous de terrain pour ces enjeux IVG au Centre d'action laïque. Est-ce que le micro... Je pense que là, ça doit être allumé. Voilà. Merci Yannick, parce qu'il a déjà permis d'introduire pas mal d'enjeux autour de l'IVG. Il y a quelques jours, j'ai vraiment essayé de lister en fait tous les enjeux et de mettre des mots, d'arriver à structurer un peu ma pensée. Et j'en parlais avec ma coloc et je me rendais compte qu'en fait il y avait vraiment beaucoup de mots qui me venaient en tête quand je parlais d'enjeux autour de l'IVG. C'était des questions liées à la santé, à la politique, à l'aspect légal, mais aussi à la question de la sensibilisation, de l'information, de la déstigmatisation, de lever le tabou. Donc j'étais un peu épuisée après cette liste, et donc je me suis dit bon, je vais le retravailler autrement. Et donc j'ai l'impression, en tout cas, quand je parle avec mes amis de la question de l'IVG, que souvent, j'ai des amis très féministes, par exemple, qui m'ont déjà dit l'IVG en Belgique, c'est bon, c'est plus un combat, c'est légal, tout va bien. Et donc, déjà, j'aime bien aussi prendre un peu de distance et remettre un peu les chiffres sur la table, et donc se rendre compte qu'en fait l'accès libre à un avortement sécurisé, il n'est pas encore garanti déjà dans le monde, et qu'il y a quand même encore des choses à pouvoir améliorer en Belgique. Donc l'OMS estimait à plus ou moins 73 millions le nombre d'IVG qui sont pratiqués dans le monde, et parmi ces 73 millions, il y a plus ou moins 45% de ces IVG qui sont encore pratiqués dans des situations qui sont non sécurisées. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais de plus en plus, il y a des articles qui sont sortis dans la presse dernièrement, il y a un recul au niveau des droits des femmes, et l'IVG en fait partie. On parle beaucoup des États-Unis, mais encore plus près de chez nous, à Andorre, à Malte, au Liechtenstein, l'IVG est encore illégal. En Pologne et en Hongrie, l'accès à l'IVG est rendu très très compliqué, voire quasiment impossible. Et ça, c'est vraiment pour des conditions légales qui ne permettent pas aux femmes d'y avoir accès. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question de la pratique et de l'accès vraiment pratico-pratique pour les femmes. Et donc là, par exemple, on va avoir des pays comme l'Italie, où on va garantir un droit à l'IVG dans des textes, mais qui, dans la réalité des femmes, en fait, on va se rendre compte que l'accès à l'IVG, il y a encore beaucoup d'obstacles. Là, l'exemple, c'est que 80% des médecins ne veulent pas pratiquer l'IVG pour des clauses de conscience. Mais encore plus près de chez nous, on a déjà parlé un peu de la France, et je pense qu'on pourra encore en discuter, il y a ce qu'on appelle des déserts médicaux, et donc là, on va imposer à la femme de traverser, de parcourir des centaines de kilomètres pour finalement exercer son droit d'accès à l'IVG. Alors, en Belgique, on en a un peu parlé, l'IVG en fait est encore un enjeu au niveau politique, puisque, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, on pourra, si vous avez des questions, je pourrais y répondre, puisqu'il a en quelque sorte conditionné la formation de notre gouvernement actuel. Et donc, pour conclure un peu sur cette intro, c'est en fait de se dire qu'encore en 2023, l'IVG, le corps des femmes, est encore un enjeu de domination et un enjeu pour le pouvoir patriarcal. Et ça va se manifester au travers de violences au niveau du corps des femmes, mais aussi dans le contrôle de la grossesse et de la maternité. Hier, je pense que vous le savez tous, c'était la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Et donc, dans le cadre de cette journée, c'est le moment de pouvoir écouter les femmes, de parler de leur vécu et de déposer aussi et de rediscuter d'un certain nombre de revendications, dont évidemment l'amélioration des conditions d'accès de l'IVG en fait partie. Et donc, dans cette idée-là, dans mon travail de plaidoyer, d'éducation permanente, j'ai un peu été regarder sur les réseaux sociaux, dans quelques documents. Ouais, c'est celui-là.
Voilà, donc quelques documents de sensibilisation pour cette journée-là. Et donc là, j'en ai choisi un pour vous dépeindre un peu le contexte dans lequel on vit aujourd'hui encore en Belgique. Donc la ville de Bruxelles, comme chaque année, elle a organisé des événements durant une semaine qu'elle a appelé Semaine des droits des femmes. Et cette année, l'idée, c'était de déconstruire les mythes autour du ou des féminismes. Et donc là, dans leur programme, on voit qu'ils vont lister un certain nombre de mythes. Les féministes détestent les hommes, un homme ne peut pas être féministe. Et puis là, surprise, toutes les féministes sont pro-avortement. Je vais donner l'autre exemple. Ah, moi, j'ai pas le petit. Merci. Et donc là, c'était sur Instagram. J'ai lu « Quand on sait que de nombreuses femmes sont encore anti-IVG, je ne suis pas convaincue de la pertinence de cette phrase. » Et donc ça, c'était des posts qui, en fait, nous conseillaient sur la bonne rédaction de pancartes pour la manifestation. Et donc, je ne savais même pas vraiment comment analyser tout ça, mais pour moi, c'était un message très clair, une journée qui parle des droits des femmes. On parle d'un droit à l'IVG qui est quand même consacré dans un texte, qui est encore remis en question dans de nombreux pays. Et lors de cette journée, il y a encore des personnes en Belgique qui estiment que les femmes n'ont finalement... En fait, qui ne se concentrent pas sur la question d'autonomie, de décision et du libre choix des femmes. Et donc, qui plutôt je m'embrouille un peu dans mes idées, mais j'espère que vous avez l'idée, mais en tout cas qui se positionne, en fait, qui estime qu'on doit être pour ou contre l'avortement, alors que la question n'est pas là. La question c'est, en fait, est-ce que les femmes ont le droit d'être libres en 2023 ? Voilà. J'ai oublié de vous dire qu'évidemment, vous pouvez réagir, poser des questions. Donc, vous avez reçu des petits blocs-notes. Vous écrivez de votre plus belle plume, quand ça vous vient en tête, la question qui vous taraude. Et ma collègue Vinciane, ou mes collègues Sophie, Vinciane et toutes les copines là derrière passeront récolter vos questions que nous lirons d'ici, allez, je dirais une petite demi-heure. Et avant la pause, on consacrera un quart d'heure environ pour tenter de répondre à ces questions multiples. Moi, j'en ai une première à Véronique Fraccaro, justement concernant tout cela. Comment, en tant qu'accueillante, accompagnatrice IVG, on l'a dit au planning familial des Marolles, comment vous repensez l'accompagnement IVG ? Est-ce que vous le repensez souvent ? Est-ce que votre pratique vous donne l'envie de repenser, de vous former à chaque fois, avec en tête, c'est quand même le sujet de notre journée, l'autonomie de décision des femmes. Est-ce que c'est important pour vous ? Alors, je ne vais pas parler que pour moi quand même, ce serait effectivement, non seulement c'est important, mais c'est indispensable. Là, aujourd'hui, j'interviens en tant qu'accueillante, mais également pour le GACEPA, en sachant que Dominique interviendra et pourra compléter beaucoup de choses, puisque le GACEPA, ça a été elle pendant très très longtemps, et elle a introduit tout ce qui était aussi formation pour les médecins. Donc moi, je n'aborderai pas ce sujet-là, sera fait par Dominique. J'ai également Cécilia qui est dans la salle, qui est administratrice et accueillante et formatrice au GACEPA. Et donc, comme je vais parler effectivement tu me posais la question sur l'importance de la formation. Le GACEPA, pour tout ce qui est travailleuses psychosociales, a développé déjà depuis plusieurs décennies, puisqu'il existe depuis 79, le GACEPA, a développé 2 formations. Une formation d'un jour qui s'adresse plutôt au personnel hors planning familial qui pratique des IVG, pour pouvoir les sensibiliser, pour répondre à la question de comment bien orienter, mieux orienter vers les services dont parlait Yannick les plus adéquats. Pour pouvoir aussi avoir toute une partie historique et politique qui n'aurait pas, et de militantisme. Tout ça, Cécilia donne cette formation, elle pourra répondre, elle, plus sur le contenu si vous avez des questions par la suite. Et puis, il y a une formation spécifique pour les intervenants en planning familial qui pratiquent l'IVG, qui est sur 5 jours, qui est donc beaucoup plus poussée, beaucoup plus complète. Il y a une partie médicale que Dominique a donnée longtemps. J'ai été formée par Dominique, voilà, il y a 22 ans.
Et il y a toute une partie psychosociale, on aime bien dire psychosociale parce que c'est une prise en charge, un accompagnement et un accueil qui se veut pluridisciplinaire, polyvalent et qui n'est pas psychologique. Nous n'avons pas à psychologiser l'IVG, nous n'avons pas à psychologiser les femmes et surtout, ce qui est important dans cette formation, c'est qu'on forme aussi des personnes qui n'ont pas encore la pratique ou très peu, en tout cas à l'entretien pré-IVG, qu'on appelle pré-entretien psychosocial. Et pourquoi se remettre en question, tu disais? Parce que moi, quand j'ai commencé, il fallait très souvent connaître les raisons, comme s'il y avait un pass et une liste de bonnes et de mauvaises raisons pour que les femmes puissent avorter et que nous, travailleurs, travailleuses, on puisse les autoriser à avorter. C'est une aberration. Tout ça a évolué justement grâce aux formations, grâce au recyclage qui sont donnés effectivement par le GACEPA depuis aussi très très longtemps. Il y a un recyclage qui s'adresse à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, mais aussi tous ceux qui le souhaitent, qui sont intéressés au niveau de l'IVG. Pardon, je n'ai pas l'habitude de parler dans les micros. Et dans ces recyclages, justement, on va pousser la réflexion, on va se poser des questions, on va choisir des thématiques très précises autour de l'IVG et du droit à l'avortement. Donc, il y a déjà eu sur le sexe sélectif, sur l'éthique. Et le dernier recyclage de 2022, en avril 2022, a porté justement sur le nouveau protocole IVG médicamenteuse, qui a rejoint complètement le thème d'aujourd'hui sur l'autonomie, enfin la question centrale sur l'autonomie et la prise en charge. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire que ce protocole, avec beaucoup d'études scientifiques, parce qu'on a beaucoup plus de recul dans d'autres pays qui pratiquent cette IVG médicamenteuse, dont à domicile, plutôt que nous, puisque Yannick le rappelait, on a mis en place cette IVG à domicile accélérée par le Covid. Bon, au moins, il y a eu quelques effets positifs avec le Covid. C'est qu'on a dépassé nos frilosités en tant que travailleuses. On a frilosité d'aller jusqu'à 9 semaines, 10 semaines de grossesse d'aménorrhée et de pouvoir, du coup, faire une prise en charge, proposer une prise en charge téléphonique avec toujours les centres qui étaient ouverts, mais à domicile. Ce nouveau protocole donc permet beaucoup plus de libre choix et une multitude de choix où il y avait beaucoup moins dans les méthodes dont parlait Yannick. Ça doit rester un choix. En aucun cas, par exemple, ce nouveau protocole, ces nouvelles interrogations et ces nouvelles pratiques, en aucun cas, nous, professionnels, nous devons imposer pour des questions d'agenda, pour des questions éthiques, pour des questions personnelles, pour des questions de frilosité, comme je le disais, médicale, imposer la méthode. Imposer cette méthode à domicile pour faciliter, par exemple, nos agendas est totalement inacceptable également. Donc, c'est progresser, proposer, réfléchir, mettre en place tous ces nouveaux protocoles qui vont permettre du coup à la femme d'avoir un libre choix et qui du coup maintenant dans ce libre choix il y a un panel qui est autant l'aspiration qui se pratique en anesthésie locale dans nos plannings, l'anesthésie générale dont on peut parler pour celles qui ont vraiment des peurs ou des phobies. Et par exemple, moi, mon centre travaille à une convention avec Saint-Pierre et donc aussi avec le City Planning. Donc là, c'est très facile. Et puis, donc, cette méthode médicamenteuse qui peut rester au centre. On propose toujours pour les femmes qui le souhaitent. Il ne faut pas croire que parce qu'on propose l'IVG à domicile, elle est d'office plébiscitée. Il y a des femmes pour le contexte de vie dans lequel elles sont, violence, cacher la grossesse au mari, la famille n'est pas au courant, etc., préfèrent encore être au centre. Donc, offrir cette possibilité-là
à domicile. Mais si on offre cette possibilité aussi à domicile, j'en discutais avec Sylvie et Justine il y a peu, alors on a aussi un devoir d'être flexible, nous, en tant que travailleurs, et accessible. C'est-à-dire que nous, on a décidé, là je vais parler que pour mon centre et d'autres qui ont une autre pratique pourront donner la leur, on a décidé de faire l'accès IVG médicamenteux 7 jours sur 7, même quand le centre est fermé, mais la moitié de l'équipe donne son téléphone et se rend flexible le soir et les week-ends. Parce qu'il est hors de question aussi de laisser les femmes leur proposer quelque chose de nouveau, mais les laisser de côté, ou de dire vous avez les urgences gynécologiques, débrouillez-vous. Voilà, je pense que c'est important. Tu vois, tout ça participe aux réflexions, aux formations et à cette remise en question qui est essentielle et indispensable. Voilà. Merci Véronique. Je vais rebondir justement quand vous parlez de flexibilité, d'accessibilité. Dominique Rouanet, pas évident quand on sait, et Yannick on a un peu parlé, de cette pénurie de médecins pratiquant l'IVG. L'avenir ne sera pas à cette facilité d'accessibilité. Que faire? Quel est votre regard? Que portez-vous, vous, comme regard sur cette pénurie de médecins? Et à quoi est-ce dû? Connaît-on les raisons pour justement penser à l'avenir? Comment dire? D'abord, il faudrait préciser que en Belgique, et c'est une particularité à mon avis unique au monde, la majorité des avortements sont pratiqués en centre extra-hospitalier par des médecins qui sont des médecins généralistes. Autrement dit, les gynécologues ont massivement, majoritairement déserté le champ d'application de l'avortement. Néanmoins, ça reste effectivement les principaux consultés quand il s'agit d'avoir des avis d'experts dans diverses commissions, etc. Alors, je ne parle pas des gynécologues ici présents que j'ai sous les yeux, évidemment, et qui ont tous été concernés par la pratique de l'IVG. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont là. Enfin, ils ne sont largement pas représentatifs de la majorité des gynécologues. Et donc cette réalité-là a pour conséquence que, effectivement, j'y reviendrai, les généralistes pratiquant l'IVG ont une relation un peu difficile avec les gynécologues qui ne le pratiquent pas. Bien, ceci dit, depuis 40 ans, 50 ans que j'ai commencé mes études de médecine, j'observe que les facultés, le monde académique ne porte pas grand intérêt à la santé sexuelle et reproductive des femmes. Il faut bien savoir que la sexualité, la sexologie n'est pas enseignée du tout, ni dans le tronc commun des 6 années, ni dans la spécialisation de médecine générale, ni dans la spécialisation de gynécologie. De la même manière, la relation homme-femme, la domination des hommes sur les femmes, etc., tout ça n'est pas enseigné du tout. Bref, ce qu'on appelle la santé sexuelle et reproductive n'est pas enseigné parce que le monde académique ne s'y intéresse pas, sauf pour ce qui concerne la procréation. Là, les progrès ont été extraordinaires en 50 ans. On arrive maintenant à faire des enfants à des femmes de 65 ans qui, à la limite, n'ont quasiment plus d'utérus. Enfin bon, c'est délirant, mais on y arrive, n'est-ce pas? On y arrive, on surgèle des gamètes, on fabrique un tas de bazar. Dans le domaine de la procréation, c'est extraordinaire les progrès qui ont été faits, mais la santé sexuelle et reproductive n'est toujours pas enseignée. Autrement dit, les médecins qui s'engagent là-dedans le font par engagement militant, par intérêt personnel. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'engagement militant, c'est quand même un peu perdu avec les grandes victoires qui ont été l'acquisition du droit à l'avortement et à la contraception. Donc il faut remotiver les jeunes équipes et les jeunes troupes, et ce n'est certainement pas des facultés qui s'en fichent, ils vont les motiver. Donc, c'est évidemment quelques médecins de temps en temps, des gynécos comme ceux que j'ai sous les yeux, des généralistes comme moi et d'autres, qui motivent alors des jeunes médecins. Et à ce moment-là, ils entrent dans le parcours un peu compliqué et pour le moins, hasardeux de la formation. Parce que la formation, elle se donne comme on peut, avec les moyens qu'on peut, dans les centres qu'on peut. Il faut bien savoir que, encore une fois, la majorité des avortements sont pratiqués en centre extra-hospitalier et que les centres extra-hospitaliers font de plus en plus d'avortements médicamenteux. Autrement dit, on donne un kit aux patientes, elles vont à la maison et si elles ont un problème, elles reviennent à la garde. C'est pas comme ça qu'on va former des médecins curteurs, évidemment.
hein. Donc, on a de moins en moins de curetage, de moins en moins de formation et de moins en moins de médecins bien formés. Résultat des courses, on pousse des jeunes médecins mal formés à pratiquer un acte qui les stresse et qu'ils abandonnent assez vite après un certain temps parce que leurs conditions de travail sont insécurisantes, ils sont méprisés par les gynécologues, ils sont mal payés, ils sont stressés pour faire ce qu'ils font. Alors le recours, évidemment, c'est quoi ? On va leur donner des médicaments à ces femmes, hein. D'autant que ne perdons pas de vue tout de même le lobby très efficace de l'unique société pharmaceutique qui commercialise le médicament et qui organise quand même tous les 2 ans la grande foire commerciale du médicament pour avorter, qui est la solution à tous les manques de médecins, bien entendu. On va donner des médicaments. Et donc, on va faire des fausses couches à 7 semaines, à 8 semaines, à 9 semaines, à 10 semaines, à 11 semaines, à 12 semaines, parce que ça marche, les fausses couches provoquées par les médicaments. Aux femmes, parce qu'on n'aura plus d'autres solutions. Et elles vont être bien contentes, vous savez, elles vont surtout être bien contentes de s'en être sorties à bon compte, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'observe ? De plus en plus de femmes qui ont des fausses couches, à qui on propose des IVG médicamenteuses à domicile ou au centre. Enfin, à mon avis, la pénibilité n'est pas très différente, le stress un peu plus sans doute quand on est à la maison. Mais pour les grossesses de plus en plus avancées, où la fausse couche, parce que l'avortement médicamenteux, c'est une fausse couche provoquée, où la fausse couche est pénible, douloureuse, hémorragique, stressante, et avec un contact visuel avec l'embryon, bien entendu, quand la grossesse avance. Eh bien, il paraît que c'est l'avenir, n'est-ce pas, mesdames? On n'est pas sortis de l'auberge. Maintenant, je voudrais insister un petit peu sur le statut des médecins qui pratiquent des avortements, parce que ça, c'est quand même terrible. Je vois ça tous les jours avec mes jeunes collègues. On a très peu de soutien des gynécologues qui, par ailleurs, nous réfèrent leur cas. Moi, je travaille à Rochefort, c'est quand même dans une zone qui est relativement IVG non friendly. Aucun gynécologue des environs ne veut faire des avortements. Il nous renvoie tous les patientes chez nous, mais avec un certain nombre de conseils aux patientes. Attention, hein, préférez les IVG médicamenteuses, sinon, si vous curez, ils vont vous cureter, après vous allez être stérile, et prenez bien des antibiotiques, hein, parce qu'ils travaillent dans des conditions épouvantables, hein, etc. Donc les femmes, elles arrivent chez nous, renvoyées par un gynécologue qui ne veut pas le faire, et qui dit à ces femmes, avant qu'elles n'arrivent, faites attention, hein, parce que vous allez tomber au Moyen-Âge, hein. Le mot a été cité expressément par un gynécologue de Ciney, que je ne citerai pas, il y a 15 jours. Il travaille dans des conditions moyenâgeuses. Donc c'est avec cette réalité-là aussi que nous devons faire. Alors se battre contre la citadelle des mandarins gynécologues, je peux vous dire que quand on est petit généraliste, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, hein. Et donc il s'agit tout le temps de prouver qu'on est capable. Et donc voilà, tout ça, c'est évidemment des multi-causes pourquoi on a des problèmes de recrutement, hein. Vous voyez, ça va un petit peu dans tous les sens. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne sais pas si depuis 50 ans, on n'inscrit pas les formations largement à la santé sexuelle et reproductive dans le monde académique. Je ne sais pas, moi, c'est qu'il y a une résistance, peut-être qu'elle est machiste, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas assez de féministes, ou qu'il n'y a pas assez de femmes, ou que les femmes ont autre chose à faire. Enfin, voilà, Voilà. Vous êtes sans doute d'accord alors pour dire que la militance peut faire avancer les choses. Yannick en a parlé aussi. Oui, mais ça, je suis absolument certaine, hein. Moi, j'ai enseigné quand même pendant 15 ans à des jeunes médecins, et je voudrais dire aussi que je trouve que les généralistes. Alors, pourquoi ce sont des généralistes en Belgique qui ont fait des IVG et pas les gynécologues, encore une fois, et à l'exception de ceux qui sont là et puis de ceux qui ne sont plus là, hein, parce que Willy Peirce était gynécologue, Marius Franck était gynécologue, Jo Bout était gynécologue, Jean-Jacques Ami, qui est encore là, mais était aussi gynécologue. Bon, tous ces gens-là ont quand même formé des générations de jeunes généralistes, hein. Donc, je ne veux pas nier, comment dirais-je, l'importance qu'ont eu certains de ces gynécologues. Mais la réalité qu'en Belgique, ce sont des généralistes qui font l'IVG date de l'époque où les généralistes, où l'avortement était interdit, hein, on a tous été inculpés, hein, mon collègue Michel aussi d'ailleurs, hein, et on a tous été inculpés, mais les généralistes couraient moins de risques. Les gynécologues avaient
couraient un risque par rapport à leur présence à l'hôpital, leur avenir académique, etc., etc. Et donc, c'est plutôt les généralistes qui ont investi ce champ-là. Et moi, je trouve que c'est une richesse supplémentaire parce que les généralistes savent comment les gens vivent. Ils entrent dans la maison des gens. Ils savent comment les gens vivent concrètement, physiquement. Les généralistes savent que c'est absolument impossible de faire avorter à la maison avec des médicaments une femme qui habite un étage dans un building où il y a un seul WC pour 3 niveaux. C'est pas possible. Et ça, les généralistes, ils le savent. Les gynécologues, la plupart du temps, ne le savent pas parce qu'ils n'ont jamais été à la maison des gens. Ils ont quitté l'école pour aller à l'hôpital, et à l'hôpital, ils sont restés à l'hôpital. Voilà. Et quand ils ont fait du privé, c'était certainement pas en ambulatoire à la maison des gens. Donc je trouve que c'est important de continuer à former les généralistes. Et donc il faudrait trouver un système et mettre en place un système qui permette de manière plus large et plus globale de former les généralistes. Et je l'ai fait pendant 15 ans, et pour répondre à votre question, je vois bien que quand moi j'ai suscité plein de vocations. Et ça veut dire que les jeunes médecins, ils sont très réceptifs à ce projet d'engagement si on le leur propose. Mais après, il faut que le cadre suive. Hein, il faut que les lieux de stage existent, qu'ils soient sérieux, qu'ils soient sécurisants, qu'ils soient suffisamment expérimentés pour leur donner une consistance. Voilà. Donc, mais la militance, elle manque, mais on la rattrape facilement, je pense. Voilà, c'est une note d'espoir, ça. Oui, allez-y, Véronique. Mais, je vais compléter par rapport à ce que disait Dominique sur, là pour l'instant, au niveau du GACEPA sur la formation des médecins, il y a à peu près une vingtaine de stagiaires pour l'instant qui sont pris en charge dans les centres GACEPA. Alors c'est vrai que nous, la pénurie de médecins à Bruxelles peut se faire ressentir, mais beaucoup moins que ce dont parlait Dominique, et en Wallonie, où il y a vraiment effectivement des déserts médicaux. Il y a une dizaine de nouveaux médecins qui vont rentrer en pool formation aussi en avril. Et moi, je vois quand même, je vais mettre un petit peu de positivisme dans tout ça, qu'en tout cas, tous les médecins qui sortent et tous les nouveaux médecins qu'on a dans les équipes qui rejoignent nos équipes sont beaucoup plus militants que ce que j'ai pu connaître il y a une dizaine d'années, et ont d'autres formes de militance aussi. Sont très motivés, et même dans la formation qui a été donnée là pour le nouveau, à nouveau Cécile pour en parler, le nouveau pool de médecins, ils étaient plus intéressés par l'historique, le militantisme. D'habitude, parfois ils disent « Oh, il n'y a pas assez de médical, vous nous parlez trop d'histoire, de politique et tout ça », et là au contraire, ils étaient ravis qu'il y ait moins de médical et plus d'être nourris par d'autres choses aussi. Donc ça fait vraiment du bien. Et on a des rayons de soleil, comme je les appelle, qui arrivent dans nos plannings, et ça fait un bien fou aussi. Donc on ne va pas rester que sur des images toujours négatives non plus. Il y a quand même une relève, et les cours qu'a mis en place Dominique, mais aussi les formations du GACEPA, parce que GACEPA, c'est une toute petite association, mais qui a quand même, de par sa petitesse, mis en place beaucoup de choses, continue, et la seule en Belgique francophone à s'occuper un petit peu de tous ces sujets. Et quand je parlais aussi des nouveaux protocoles, il y a le nouveau protocole, le nouveau recyclage de 2023 sera sur le nouveau protocole aspiration, justement, et il y a un groupe de travail qui est mis en place pour le mois de mai. Voilà. Donc ça bouge. Donc ça bouge, et pour donner un petit truc qui pourra faire du bien aussi peut-être aux futurs généralistes, on parlait des différents outils et des sensibilisations. On a quand même récemment eu 2 films depuis l'année passée qui parlent enfin de l'avortement et de l'IVG, et qui en parlent de manière différente, puisqu'il y a eu l'événement qui ne cite pas le mot avortement ou IVG. Et on a eu Annie Colère. Et Annie Colère fait quand même un petit peu du bien. C'est un petit peu, pour une fois, du Prozac gratuit dans nos pratiques. Et qui étonnamment parle de la France, mais qui n'est pas du tout le reflet de la pratique française, mais bien de la pratique belge francophone. Donc, ça fait du bien.
Voilà. Yannick Manigard, un mot également sur ce qui vient d'être dit, parce que les conséquences de tout cela sont évidemment les violences et un système qui discrimine la femme. La conséquence, c'est les femmes non informées ou les femmes qui subissent toutes ces violences-là. Oui, alors juste pour dire que je suis quand même tout à fait d'accord avec Dominique Rouanet en tant que gynécologue par rapport à tout ce qu'elle a dit. Je trouve ça important vraiment de le souligner. Et juste dire aussi que je rejoins, moi je trouve que ces médecins généralistes qui font les avortements sont extrêmement, le mot va peut-être, enfin leur équipe, courageux effectivement, parce que je trouve que ils mériteraient des environnements plus sécurisés, d'être à deux, comme on discutait avec Dominique, du soutien, de la présence. Je tenais à dire aussi que j'ai quand même un peu d'espoir pour le futur aussi, parce que je me suis senti bien seul pendant un moment dans le monde académique à défendre un peu à chaque fois qu'il y avait une interview le droit à l'IVG. C'est pas toujours facile, parce j'ai eu des menaces, des courriers. Et que maintenant, eh bien, il y en a d'autres. Je regarde Siam qui est en face de moi et que c'est important, c'est une femme aussi. Il y a ma collègue Aurélie qui est là. Il y a des femmes qui sont devenues chefs de service, même si les prédécesseurs s'engageaient parfois aussi, souvent moins. Je veux dire, on a à l'hôpital Erasme des gens maintenant, ou à l'hôpital Saint-Pierre, des femmes chefs de service qui, je pense, ont très à cœur de faire bouger les choses. Et donc voilà, donc pour le futur, je pense qu'il y a de l'espoir et je rejoins Véronique, que je trouve qu'il y a plein de jeunes motivés. Nous, on donne dans nos cliniques à tous les futurs médecins qui viennent, qui sont donc, c'est divisé, bref, tous les étudiants de l'ULB passent par un de nos hôpitaux. On essaye de les stimuler, on donne des cours sur l'avortement, qu'on veut militant, sur la contraception, etc. Donc j'espère qu'on suscite aussi des vocations. Pour la violence, c'était quoi ta question? Donc, oui, alors la violence. Les conséquences sur les femmes. Oui, la violence gynécologique, bien sûr, moi je ne vais pas la nier, elle existe. Je veux dire, j'ai peut-être moi-même pratiqué de la violence gynécologique sans m'en rendre compte. À un moment, on vient de loin. Je veux dire, je ne suis pas si vieux, mais je me rappelle de consultations où les femmes, c'était un bureau quand même un peu moins grand, même à l'époque que celui-ci, mais où les femmes se déshabillaient dans des cabines au fond, elles attendaient qu'on les appelle, elles sortaient entièrement nues, droit devant, de là, elles allaient s'asseoir sur une chaise devant le gynécologue, et puis voilà, et puis on les examinait, elles allaient se rhabiller, voilà, c'est des choses que moi-même j'ai connues, c'est déjà de la violence gynécologique. Alors on a tous et toutes évolué dans notre pratique. Moi j'ai évolué dans ma pratique, grâce à plein de choses, grâce essentiellement, je tiens à le dire, aux échanges, bien sûr avec les patientes, mais aussi avec le milieu associatif et militant. Je dirais tout ce qui s'est passé, le MeToo, enfin, mais tout ça a eu un impact, et heureusement, sur nous, gynécologues, très très important, et même sur les généralistes qui font de la gynécologie. Je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont et qui ont toujours été bienveillants, mais il y avait des choses aussi. En fait, on s'inspire. Quand on sort de cette année de médecine, en fait, on ne connaît rien. Et donc, on apprend en regardant les gens qui sont autour de nous et qui pratiquent. Et ils nous apprennent parfois des mauvaises habitudes. Donc, on a tous fait des choses qui sont inutiles. On apprend même la gynécologie en lisant des livres, puisque je dis toujours que j'ai lu, moi, en lisant Le cœur des femmes de Martin Winkler, qu'on pouvait mettre des stérilets sans mettre de pince de Pozzi. C'était il y a très longtemps, personne n'essayait de mettre des stérilets sans pince de Pozzi. J'ai lu ce roman, je me suis dit, je vais essayer en fait. Et en fait, ça marche dans 2/3 des cas. C'est une douleur évitée, je veux dire, mais qu'on faisait sans le savoir. Donc voilà, c'est demander la permission, demander le consentement pour faire des examens. Maintenant, c'est devenu la routine. Moi, je donnais un petit paréo aux patientes, un petit bout de papier, enfin un petit truc, elles me mettent comme un petit paréo pour pas qu'elles se retrouvent nues. Enfin voilà, toutes des petites choses qui sont venues avec le temps et qui, je pense, font que les choses... Et puis j'en reviens à quelque chose d'essentiel, c'est la position du médecin. Je veux dire, nous, on est juste là pour conseiller les gens. Je veux dire, c'est terminé cette espèce de positionnement supérieur, j'ai même pas envie de dire paternaliste, parce qu'il y a des femmes qui l'ont fait tout autant que des hommes, d'imposer les choses, de regarder les gens de haut, de ne pas leur expliquer les choses. Et c'est là que moi je suis un peu en dispute aussi, par exemple, avec les directions des hôpitaux. On nous donne de moins en moins de temps pour voir nos patientes. Ça veut dire que quand quelqu'un a les capacités intellectuelles, je dirais pas ça, surtout a eu la chance de pouvoir aller à l'école, d'avoir une notion de ce qu'est
une femme, son appareil reproducteur, des notions qui nous semblent évidentes, puisqu'on a été à l'école et qu'on a eu des cours de bio, qu'elle puisse sortir de son entretien avec moi en ayant compris, même si elle ne parle pas la langue, même si elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, en sortant, en ayant compris ce qu'elle avait. Ces gens, c'est merveilleux pour eux. Ils ont rarement ça. Donc c'est ce positionnement du médecin, quel qu'il soit, gynécologue ou pas, cette espèce de truc supérieur qu'on retrouve encore, que moi vraiment me dégoûte profondément, j'irai jusque-là, et je pense qu'à ce niveau-là, les choses changent quand même. Donc j'ai de l'espoir, parce qu'effectivement, nous sommes là pour montrer qu'il y a une autre manière de travailler. Il y avait des petits papiers, moi je vous ai dit d'écrire, mais non, il y avait des petits questionnaires à remplir, voilà. J'en ai déjà 2, je laisse venir encore 3 autres, et vous avez encore 3 minutes, parce que Justine, 3 minutes pour clôturer cette première table. J'aimerais que Justine nous termine avec un petit point qu'elle voulait aborder, qu'elle n'a pas eu le temps tout à l'heure, des fameuses 12 semaines, et après. Pendant ce temps-là, écrivez vos questions. La difficulté du coup de prendre rendez-vous chez un médecin qui pratique une IVG, parce que si on va chez son gynéco et que lui ou elle ne pratique pas une IVG, ça rend du coup en fait l'accès à l'IVG plus compliqué. On parlait des violences, on parlait encore de cette stigmatisation et de la culpabilisation des femmes. Et en fait, tout ce contexte-là, il a un impact, et c'est une violence en soi à l'égard des femmes. Et Yannick en a un peu présenter les résultats, mais j'avais envie de vous lire quelques extraits des témoignages qu'on a récoltés. Donc on a lancé un appel à témoignages en 2021 avec la plateforme Abortion Rights pour en fait éclairer les points aveugles et visibiliser le vécu des femmes qui dépassent ce délai de 12 semaines, et essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'elles dépassent ce délai. Donc je prenais des médicaments qui masquaient les symptômes de la grossesse. Je prenais la pilule et je suis quand même tombée enceinte. Mon partenaire ne s'est pas retiré alors que nous nous étions mis d'accord sur un coït interrompu. Je me suis rendu compte de ma grossesse à 17 semaines, quand j'étais à la limite du déni de grossesse. Quelle horreur! J'ai eu des mises sous tension au niveau utérin, puis j'ai eu un déclic. N'arrêtant jamais ma pilule, je n'étais jamais réglée et le test se révéla positif. Cela ne pouvait pas m'arriver à moi, pharmacienne, ayant déjà eu un enfant et une vie toujours ultra contrôlée. Je prenais ma pilule depuis 20 ans. Il m'a fallu du courage pour l'annoncer à ma famille. J'étais en plein examen de sortie des humanités, j'ai essayé de prendre de la quinine. Le gynécologue a refusé de me recevoir pour une interruption de grossesse, donc ça a traîné. J'ai pris rendez-vous chez ma gynéco, mais elle n'a pas détecté la grossesse au premier rendez-vous. Alors je suis retournée, et là, on a vu que j'étais hors délai. Donc voilà, je les ai relus il y a quelques jours, et je trouve qu'en fait, ils font complètement état de tout ce contexte qui ne permet pas d'avoir... oui, Sylvie me dit, donc c'est vrai que vous l'avez tous dans votre sac. Donc voilà, je pense que ça, c'est en fait juste écouter les femmes, et du coup, je pense que l'idée, en tout cas notre message, en tout cas le mien, c'est de pouvoir adapter à la fois au niveau des soins de santé, donc c'est du financement, à la fois au niveau légal, à la fois au niveau de la perception. Enfin, il y a un gros travail, mais je trouve que tout est assez en accord, et donc on a tous les outils, mais il faut encore se donner les moyens. Un homme, oui, on va faire réagir. Jean, Ducal Charleroi, on peut dire les noms, hein, vous avez écrit vos noms, on peut dire. Hein. Jean demande à Yannick, outre la conception naturelle hormonale, qu'en est-il de la contraception masculine? On n'en a pas parlé. Est-ce qu'elle peut être... Alors, il va titiller, Jean. Est-ce qu'elle peut être considérée comme une nouvelle forme sournoise de domination masculine qui récupérerait un combat féministe? Une contraception masculine ne met pas une femme à l'abri d'une grossesse, parce qu'il n'y en a pas qu'un sur Terre et qu'ils ne sont pas tous contraceptisés. Et je me rappelle de Willie Pierce, pour ceux qui l'ont connu, qui mettait ses lunettes comme ça, quand j'étais étudiante, et un couple modèle, couple inoxydable, qui avait une... vous voyez, hétérosexuel, fidèle, inoxydable, enfin le modèle le plus fréquent, qui consultait pour une grossesse accidentelle, et Willie Pierce interrompait la grossesse, et la dame demandait si si c'était pas une bonne idée de faire une ligature chez monsieur, puisqu'elle était, elle,
devenue intolérante, je vais dire, pour faire simple, à toutes les contraceptions. Et Willy Pest faisait comme ça. Alors il faisait très sérieusement, madame, une ligature des canaux chez un homme ne met pas une femme à l'abri d'une grossesse. Et alors la dame disait, ce n'est pas sûr comme technique. Madame, c'est parfaitement sûr. Mais il n'y a pas qu'un homme sur Terre et ils ne sont pas tous ligaturés. Et c'était il y a 50 ans. Hein. Alors moi, je suis étonnée. C'était moderne, Willy. Je suis étonnée que les nouvelles féministes trouvent ça bien. La contraception masculine met un homme à l'abri d'une grossesse. La contraception féminine met une femme à l'abri d'une grossesse. C'est quand même assez simple. Un mot du sabotage contraceptif. Oui. Est-ce qu'on en voit plus qu'avant? Est-ce que chez les jeunes, on en parle? La coercition à la maternité, c'est l'obligation d'une femme de faire des enfants. Enfin, je veux dire, quand on entend l'histoire de l'humanité, les premiers responsables de la coercition contraceptive ou de la coercition à la maternité, de l'interdit contraceptif, ce sont les États. Hein. La moitié des États du monde interdisent aux femmes de prendre une contraception ou d'avorter parce qu'il faut faire plus de bébés. J'ai encore entendu il n'y a pas longtemps en Iran. Les femmes ne peuvent plus prendre de contraception, elles ne peuvent pas avorter parce qu'il faut faire plus de petits Iraniens pour rendre l'État iranien plus fort. Bon, ça commence là. Après, effectivement, l'obligation, la coercition, la contrainte sociale à faire des enfants, enfin, le nombre de patientes en 42 ans de pratique de médecine générale qui m'ont dit « Oh, docteur, ça devient dur, toute la famille est là. » Et alors, on n'a pas encore bébé. Et alors, qu'est-ce que vous allez vous décider? Qu'est-ce que vous allez vous décider? Comme si c'était la voie normale vers le bonheur inévitable de se marier, de faire un nid et d'avoir des bébés. Mais c'est une pression sociale absolument inouïe. Hein. Et puis alors, effectivement, il y a les hommes qui cassent les préservatifs. Mais enfin, ce n'est pas nécessaire. Hein. Il n'y a qu'à taper sur la tête de sa femme et lui manger sa pilule et puis lâcher à la poubelle. Et c'est ça qui se passe. Hein. Moi, je n'ai pas plus d'expérience maintenant qu'avant d'hommes qui cassent les préservatifs. Ils n'en mettent tout simplement pas. Hein. Si elle n'est pas d'accord, ils s'en foutent. Hein. C'est une réflexion évidemment intéressante, mais Dominique, il y a quand même des femmes qui n'ont pas l'intention spécialement, même si on sait, je veux dire, qui n'ont pas envie de porter cette charge contraceptive jusqu'à leur ménopause et pour qui c'est quand même une bonne solution. Et puis, elles, si elles ont une relation en dehors de leur partenaire, elles peuvent toujours mettre un préservatif. Enfin, ça leur évite déjà pas mal de choses. Et moi, je suis quand même content de voir qu'il y a des hommes qui commencent à s'intéresser à ça. Les chiffres, c'était mon dernier schéma de la vasectomie, augmentent quand même, hein, lentement mais sûrement. Nous, on a de plus en plus de demandes. On a des demandes aussi, et là tu as raison, c'est pour eux qu'ils le font, mais c'est aussi pour eux qu'ils le font, d'ailleurs, de jeunes hommes qui viennent dans le même cadre que ces femmes qui n'ont pas envie d'enfants. On a vraiment régulièrement maintenant des jeunes types de 25 ans qui viennent demander des vasectomies et pour qui on a mis en place ce même parcours de soins qu'on peut critiquer, qui est pourtant assez simple, qui est juste pluridisciplinaire et qui est plus pour nous rassurer, nous. Je veux dire, il ne faut pas oublier, je vais un peu sortir de la question, mais quand même, le soignant, on ne peut pas lui demander de tout faire comme ça. Je veux dire, c'est pas non plus quelque chose qui est évident. Je veux dire, on n'est pas juste des mains qui sont là pour de faire des choses qu'on nous demande. Hein. On peut, je veux dire, si toutes les patientes viennent nous demander une réduction des petites lèvres, tous les gars. Enfin, je veux dire, on est là on a aussi. Donc, on a mis ce protocole en place. Il est pluridisciplinaire, donc effectivement, il y a une infirmière sociale qui voit nos patientes, il y a une psychologue et nous, gynécologues, et j'explique toujours aux patientes, on n'a jamais refusé personne. Mais nous, on a besoin de ce trajet de soins pour nous rassurer, nous, en fait, pour être sûr que si un jour elles changent d'avis, parce qu'il y en a qui changeront d'avis un jour, dans leurs décisions, on ne se dise pas qu'on a fait du mauvais travail. Et je leur dis clairement ça, qu'on puisse se dire, voilà, quand même, on vous a écouté, on vous a interrogé, on a discuté ensemble et on a eu notre réunion pluridisciplinaire où on a dit on accepte. Et voilà, et on se sent, moi je comprends que pour un gynécologue qui travaille seul dans son cabinet, ce soit difficile de faire la stérilisation chez une femme de 25 ans. C'est ça tout. Vous répondez un peu, et j'en profite alors parce que je rebondis. Bettina, justement, vous posez la question, que pensez-vous de la consultation psy obligatoire pour la stérilisation? Oui, alors voilà, elle est pas obligatoire, le mot me fait, chez nous, on a mis une consultation psy dans notre trajet de soins. Voilà, c'est juste quelque chose, mais comme je dis,
C'est juste, notre psychologue demande aux patientes de se questionner, leur fait écrire un petit texte ou leur faire un petit travail artistique sur... alors au début, ça va choquer, mais l'enfant que vous n'aurez pas. Alors ça a choqué certaines patientes, elles l'ont fait, puis finalement elles se sont dit bien, puis finalement la psychologue, parce que c'était nouveau tout ça, elle a décidé de demander autre chose, de dire voilà, écrivez-moi vos motivations, mais c'est juste une réflexion, il y a une temporalité. Est-ce que vous nourrissez ces témoignages-là? Pardon? Est-ce que vous êtes sensibilisé, vous nourrissez aussi de ces témoignages-là en retour? Ces témoignages, c'est ce qui m'a... vous liriez ces témoignages, mais c'est d'une beauté, c'est incroyable. Donc en fait, moi, ces femmes qui viennent me voir pour ça, je les trouve, c'est un peu stupide ce que je dirais, qui suis pour dire ça, etc. Mais je les trouve courageuses, je trouve ça beau ce qu'elles disent, je les comprends tout à fait, donc moi, j'ai absolument aucun problème avec ça. Mais c'est juste qu'on commence, je veux dire, on est dans des trucs et ça me sécurise de savoir que d'autres personnes de mon équipe vont avoir finalement la même sensibilité. Et en fait, les lettres qu'elles écrivent, je ne savais pas qu'on allait en parler, mais je peux vraiment vous les envoyer parce qu'elles ont déjà donné la permission et on les lit au congrès, c'est bouleversant. C'est juste bouleversant, c'est beau, c'est profond. Et moi, mes plus beaux remerciements que j'ai eus, c'est de ces patientes-là, à qui on a accepté de faire une stérilisation, qui sont venus dire merci, enfin, je me sens libre. Elles arrivent quand on leur dit, écoutez, je leur dis tout de suite, détendez-vous, votre demande, je la comprends tout à fait, on est juste là pour en discuter. Il y en a 2 sur 3 qui se mettent à pleurer, directement, en disant, vous ne vous rendez pas compte ce que vous me dites, comme ça me fait du bien, moi j'ai un parcours énorme, etc. Alors maintenant, c'est un peu moins le cas parce qu'on est avec les réseaux sociaux, tout ça va très vite, donc en fait, elles trouvent plus facilement le bon endroit où aller directement, mais au début, c'était vraiment assez systématique. Donc voilà, oui, ce parcours psy, c'est pas, je veux dire, on considère pas... Alors, je suis d'accord, hein, chez nous, pour l'IVG, bien sûr, les patientes ne vont pas voir des psychologues non plus, elles voient nos accueillantes, et puis si la patiente en a besoin, elles vont voir une psychologue, mais pour ça, voilà, je trouve que c'est pas mal, elles se questionnent, et elles se sentent, souvent, elles nous disent merci, c'est un peu comme en PMA, parfois, dans certains parcours aussi. Très bien. Véronique, peut-être, Donatienne demande quelle formation existe pour les sages-femmes concernant l'IVG? Alors, c'est Yannick qui donne aux sages-femmes. Oui, dans le cours, il n'y a pas longtemps. Oui. Pour les sages-femmes, c'est vrai qu'on parlait de la reconnaissance de leur statut pour la prise en charge des IVG, mais surtout en fait qu'elles soient reconnues en planning, parce que pour l'instant, le décret est assez fermé dans les professions possibles. Et donc, autant il faut qu'il y ait la reconnaissance des sages-femmes, mais d'autres métiers aussi beaucoup plus larges. Donc, je sais que toi, tu interviens pour l'IVG. Pour les sages-femmes, moi, j'interviens pour tout ce qui est violence liée à l'honneur. Donc, on se complète. Mais il n'y a pas... Après, elles vont suivre les formations du GACEPA, suivre des colloques du CAL, suivre... voilà, enfin, un petit peu tout ce qui est mis en place. C'est pour ça aussi que je voulais rappeler toute l'importance, et ça sera dans une des recommandations, je pense qu'on mettra en fin de journée, qu'au niveau de l'IVG, la sensibilisation que nous, on peut mettre en place, elle est quand même fort restreinte, parce que financièrement, on n'a aucune pérennisation de subsides, de projets. C'est toujours sur des appels à projets avec des petites enveloppes qu'on peut faire des campagnes. On avait mené une campagne en 2013, Avorter c'est possible, avec Dominique et GACEPA, mais c'était parce qu'on appelait ça, on avait eu une queue de budget. Magnifique. Et donc, voilà, il faudrait vraiment que les pouvoirs publics prennent l'IVG à bras-le-corps et qu'on puisse faire des campagnes de sensibilisation au niveau national et beaucoup plus pérennes, comme également dans la nouvelle loi qu'il y ait un vrai délit d'entrave et que nous, on puisse avoir une facilité de référencement. Alors, les référencements, à nouveau, c'est un coût. Des centres ou des cliniques privées dont parlait Yannick, qui ont de l'argent, vont être les premières référencées sur Internet. Pour le GACEPA, on a eu un informaticien ingénieux qui a su comment un peu, sans qu'on paye, que le GACEPA arrive, puisque comme ça, au moins, il y a la liste des centres. Mais ça doit être aussi un financement public, qu'il y ait une aide au référencement facilité.
Et ce sera beaucoup moins tabou si les pouvoirs publics se saisissent aussi de cette question de l'IVG. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'était l'autre partie. C'est comment on parle de l'IVG, comment on parle de l'IVG dans la société. Si à un moment on déstigmatise, on déculpabilise et on normalise, et pas ce qu'on entend tout le temps, banaliser l'IVG, mais on normalise l'IVG comme un acte de santé publique normal, facile, accessible, et ben à nouveau, on atteindra une plus grande autonomie pour les femmes. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Bien sûr, parce que dernier témoignage, évidemment, hein, il y a planning et certaines femmes se sont plaintes effectivement d'avoir été mal accueillies et infériorisées dans certains plannings familiaux, évidemment.